Hello, everybody. Greetings from UNESCO headquarters. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue depuis le siège de l'UNESCO à Paris, en France. Nous organisons un webinaire très intéressant pour vous aujourd'hui. Nous allons examiner les utilisations de la technologie aux fins de l'éducation et nous allons écouter un certain nombre de participants, des jeunes, qui vont partager avec nous leurs espoirs et leurs peurs en ce qui concerne l'utilisation de la technologie pour l'éducation. Avant d'en venir au fond, j'aimerais vous fournir quelques informations concernant notre réunion. Nous disposons d'une boîte chat. Je vous encourage à faire des observations, poser vos questions dans cette boîte de chat. Il y a plusieurs personnes ici à l'UNESCO qui vont prendre note des questions. Et sachez qu'à la fin de notre webinaire, de toute façon, nous avons prévu un moment pour traiter des questions. Bien sûr, ce webinaire sera en anglais, mais sachez que vous disposez de l'interprétation en français et en espagnol également. Regardez en bas de votre écran, vous aurez la possibilité de changer la langue. Ce webinaire est enregistré, il sera ensuite partagé en ligne une fois le webinaire terminé et il est également diffusé sur Facebook. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis que nous avons fait la promotion de cet événement, que nous souhaiterions examiner la façon dont les technologies peuvent façonner l'éducation. Nous examinerons également les façons par lesquelles la technologie peut éclairer, aider à la rédaction du rapport que compile en ce moment l'UNESCO. Nous avons avec nous Bader Jafar, qui représente d'ailleurs la Commission internationale chargée de ce sujet. J'aimerais présenter d'ailleurs tous nos orateurs. Lester Vargas, un entrepreneur dans les technologies, qui a créé également Fractal Up, le Live Digital Learning SaaS. C'est un jeune leader et il travaille au sein du bureau de l'envoyé des Nations Unies du secrétaire général pour la jeunesse. Et il fait partie de la promotion 2020. Nous avons également avec Madame Alice Rowe, qui travaille pour l'Institut Atlantique, Madame Svenja Busson, qui est fondatrice de LearnSpace et EdTech Tours pour aider certaines startups. EdTech Tours, c'est un think tank qui essaye de voir quelles sont les pratiques innovantes en matière d'enseignement. Elle a rédigé un ouvrage intitulé L'avenir de l'éducation. Et Monsieur Olajide King, qui travaille sur la création, la rédaction de programmes scolaires, conception de l'instruction au sein de Centre d'éducation professionnelle d'Afrique de l'Ouest qui est situé au Nigeria. Ensuite, Monsieur Badar Jafar, qui est des Émirats arabes unis et qui travaille au sein de Crescent Enterprises, il en est le PDG. Il travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Il travaille avec plusieurs universités, mais il est avec nous aujourd'hui car il travaille au sein de la commission qui travaille sur les avenirs de l'éducation. Pour ce premier segment, nous allons essayer de voir quels sont peut-être les aspects positifs et négatifs de l'intégration des technologies dans le domaine de l'éducation. Et j'aimerais inviter peut-être tout d'abord Svenja à évoquer les aspects positifs de l'utilisation des technologies. Donc, selon vous, Svenja, selon votre expérience personnelle et professionnelle, quels sont vos espoirs quant à l'utilisation de la technologie dans le domaine de l'éducation, que ce soit leur utilisation à l'heure actuelle ou à l'avenir? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Moi, je suis plutôt positive. Moi, je suis peut-être une éternelle optimiste. Je pense que les technologies
vont nous permettre d'apprendre mieux, différemment, de façon plus efficace. Donc, je suis très optimiste quant à l'avenir. Moi, j'ai parcouru le monde des technologies et de l'éducation depuis 2015. Je me suis réuni avec les entrepreneurs les plus innovants, les enseignants, les chercheurs les plus innovants, des leaders de différents systèmes éducatifs du monde entier. Et je crois que des choses extraordinaires sont créées un peu partout sur la planète. Si nous regardons vers l'avenir, à l'horizon 2050, ça paraît peut-être loin, mais l'horizon 2050, c'est un horizon, à mon avis, ou un avenir dans lequel la technologie sera au service de l'éducation. Nous aurons toujours la partie humaine et la technologie qui viendra en appui de l'effort humain pour un enseignement plus personnalisé, pour peut-être apporter, renforcer la coopération, la collaboration entre étudiants. Et j'aimerais partager un exemple de la Finlande. C'est l'école en tant que concept de service. Le professeur Jamos Unimen d'une université finlandaise qui a créé ce concept que j'aime énormément, car on réfléchit au lieu de l'école. Il a créé une école qui est un lieu d'apprentissage tiers, pour ainsi dire. Il voulait qu'on arrête de penser aux écoles comme des bâtiments, mais plutôt comme des prestataires, des écoles prestataires de services. Créer un réseau de ressources. Il a décidé d'utiliser les différents départements de l'université d'Alta en Finlande en tant que hub d'apprentissage temporaire. Les étudiants peuvent aller dans le département des sciences, même si ce sont des lycéens, et ils auraient les cours au même endroit que les universitaires. Leurs cours d'art se feraient dans un musée. Leurs cours de français auraient lieu dans la bibliothèque de l'université, au milieu de tous ces vieux ouvrages en français. Donc pour lui, le campus de l'université, la ville d'Espoo, pouvait être un lieu d'apprentissage. Et pour lui, l'apprentissage peut être fait partout. Et la technologie, pour ce faire, joue un rôle. Alors bien sûr, la technologie est partout, mais nous n'arrivons peut-être pas à penser de cette façon pour l'éducation. La technologie qui peut faciliter les flux entre lieux, tisser des liens entre étudiants et les enseignants. Donc même si nous ne le voyons pas, ce rôle est très important. Souvent, la technologie est critiquée. On dit que les enfants ont un monde peut-être un peu trop restreint du fait des technologies, alors que moi, pour moi, c'est tout l'inverse. Ça ouvre vers d'autres mondes et c'est là sa force. Mais bien sûr, pour ce faire, il ne faut pas oublier de mettre l'humain au cœur de cet effort. Merci Svenja d'avoir évoqué cet effet positif selon vous de la technologie. J'aimerais maintenant donner la parole à Olajide King qui travaille au Nigeria. Êtes-vous d'accord avec cette vision optimiste présentée par Svenja? Avez-vous des espoirs en ce qui concerne l'utilisation des technologies dans l'éducation? Merci Marc et merci Svenja pour cette vision très optimiste. J'ai beaucoup aimé le fait que les technologies permettent la coopération, la collaboration. Moi, je suis très optimiste sur le fait que les technologies peuvent en finir avec certaines barrières, obstacles, frontières. Une personne qui vit au fin fond de l'Afrique de l'Ouest peut quand même travailler sur un projet avec quelqu'un qui travaille dans un autre pays, dans un autre continent, avec plusieurs personnes. Ils peuvent apprendre les uns des autres, échanger des idées. Euh, donc, c'est vraiment un monde sans limite, sans obstacles, sans frontières. Et donc, ça ouvre tout un éventail de possibilités d'apprentissage et d'échange. Quand Svenja a parlé des possibilités qui existaient dans un monde sans frontières, eh ben, c'est ce que peut faire la technologie, surtout dans les lieux où
c'est vraiment créer un lieu où il n'y a pas de porte. C'est un flux assez facile d'échange, d'enseignement. Et donc ça, c'est quelque chose de très positif pour l'avenir. Et donc moi, j'espère que cet avenir va devenir possible. Merci beaucoup, Olajide. Mais maintenant, essayons de voir quels pourraient être les problèmes que pourrait supposer la technologie ou ce qui nous fait peur dans l'utilisation, l'intégration des technologies dans le domaine de l'éducation. Donc, je vais donner la parole à Alice. Selon votre expérience personnelle et professionnelle, quelle est votre plus grande préoccupation ou votre peur en ce qui concerne l'utilisation des technologies dans le domaine de l'éducation? Peut-être pourriez-vous évoquer les réalités virtuelles et augmentées dans l'éducation, car je sais que c'est votre travail. Je suis ravi d'être parmi vous et surtout, je suis très content de ce que j'ai entendu. Euh, donc oui, la réalité virtuelle et augmentée, c'est mon domaine de compétence. Il y a quelque chose qui me préoccupe particulièrement quand on pense à ce que peuvent faire les réalités virtuelles et augmentées, c'est donner des opportunités à des personnes, donner des opportunités qui n'auraient pas pu exister dans le monde dit réel. Mais ce qui me fait peur, c'est cette idée selon laquelle les personnes qui sont au pouvoir vont décélérer, ne vont pas accélérer en ce qui concerne la participation et la participation dans la vie réelle. La réalité virtuelle et augmentée, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Un grand nombre de galeries d'art, par exemple, permettent l'accès à leurs collections. Les étudiants dans, dans les écoles peuvent voir les galeries d'art et les collections. Mais les écoles les plus privilégiées, les plus riches, ils vont aller sur place. Alors certes, pas tout le monde n'a la possibilité, mais il ne faut pas que la réalité virtuelle et augmentée euh, empêche la participation du plus grand nombre. Il ne faut pas créer plus de déséquilibre pour ceux qui ont accès à la réalité et ceux qui ont accès à une représentation de la réalité. Moi, c'est ça que je ne veux pas. Merci beaucoup, Alice. En effet, c'est une critique que nous avons entendue à l'UNESCO. La technologie est parfois une exclusion ou un moyen utilisé pour les personnes les plus désavantagées. Lester, maintenant, êtes-vous d'accord avec Alice? Avez-vous des préoccupations? In this moment, I'm going to tackle the same issue, but about personalized education, where I Moi, see j'aimerais two. parler de l'éducation The first one personnalisée. is Et the là, il y a deux problèmes. online education is not as good as the L'éducation en offline one ligne est perçue because comme n'étant pas aussi that bonne issue is qu'en présentiel. keeping the development of the Et du coup, cela est un frein, à mon personalized avis, education as pour well. l'éducation Again, the one of personnalisée. the privacy. Elle... If we Ensuite, really il y a la want question de la to improve the confidentialité. online Si nous education, voulons we need to have aider more data un on that étudiant, student. That's the only way. I say that il faut because, plus de données sur cet for étudiant, example, c'est for certain. athletes, that's the way they work. Pour les athlètes, They par cannot exemple, c'est comme ça qu'ils get fonctionnent. that permission Pour les on some étudiants, stuff. c'est la même For chose. Nous avons example, besoin if de he la permission. sleep, his sleeping Euh, patterns, and Est-ce so on. qu'il mange? Est-ce qu'il dort bien? This Quels sont personalized ses plans guide d'apprentissage? Comment sometimes il travaille? might have maybe some permissions to, okay, do you really want that? I mean, you don't want that? And to really improve that, because there has been Donc, il nous almost faut 200 améliorer years cela. about the same physical learning way we teach En students. fait, la façon dont on enseigne aux étudiants n'a pas énormément changé depuis 200 ans. Donc, il faut maintenant trouver des nouvelles façons If we d'aider don't start aussi bien les étudiants que que les enseignants. we Si will really, at my point of view, slow the learning as a society. So we need il to nous faut empower améliorer l'enseignement pour la société dans son ensemble, il faut autonomiser to really euh, give this as a le plus standard as a possible society.
et que la norme pour la société soit l'accompagnement. Merci. Nous allons maintenant donner la parole à Bader, qui représente la Commission, qui travaille sur un rapport phare sur l'avenir de l'éducation et bien sûr la numérisation. Les technologies sont des éléments essentiels de ce rapport. Donc, qu'avez-vous pensé de ce qu'ont évoqué nos participants jeunes? Merci beaucoup, Marc. Je suis vraiment ravi de faire partie de cette discussion. J'aimerais tout d'abord remercier l'UNESCO. Merci d'avoir trouvé la meilleure photo de moi pour le flyer de ce webinaire avec mes cheveux blancs. Mes années de jeunesse, comme vous pouvez le constater, sont derrière moi. Je suis vraiment de toute façon inspiré par tous les jeunes qui ont pris la parole, par leur énergie. Après avoir entendu Svenja, Alice, Olajide, Lester et puis un peu plus tard Gitanjali, je sais que chacun d'entre vous, vous êtes pionnier dans votre domaine de compétences et vous êtes les témoins de cette accélération de la 4e révolution industrielle, d'ailleurs, qui n'a fait que s'accélérer au cours de la pandémie. Il y a quelques années, nous parlions de réalité virtuelle, de plateformes d'apprentissage en ligne. Nous n'imaginions pas ce qui allait se produire. Et maintenant, nous savons ce qu'il en est sur les technologies et leur utilisation dans l'éducation. Et donc, il ne faut peut-être pas... ce que nous voulons, c'est éviter d'être perçus comme des archaïques quand, dans 10 ans ou dans 30 ans, des gens regarderont ce débat d'aujourd'hui. Donc, et pour ce faire, il nous faut nous lancer un défi, plusieurs défis. À quel point d'ailleurs? Au point où ça en serait vraiment inconfortable presque, où ça en serait gênant. Pour savoir quel système nous devons mettre en place maintenant si nous voulons avoir une possibilité de nous adapter aux changements phénoménaux rapides qui vont se produire. C'est essentiel pour l'humanité, pour notre planète, notre habitat. Roosevelt, donc encore plus ancien que moi, disait que nous ne pouvons pas toujours construire l'avenir de notre jeunesse, mais en tout cas, nous pouvons aider notre jeunesse à se préparer à l'avenir. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons encore plus d'arrache-pied pour que les instruments et les systèmes qui sont utilisés pour aider notre jeunesse et à la jeunesse de notre jeunesse, eh bien, soient adaptés à ce qui va venir. Notre 50% ou plus de la population mondiale va devoir être formée ou reformée pour s'adapter à l'utilisation de la technologie et au changement. Donc en 2020 ou plus tard, les menaces qui pèsent pour nos générations et les générations à venir sont liées à la technologie. Donc il est nécessaire de créer des systèmes créés au niveau local, adaptables au niveau international, qui permettent le dialogue multipartite entre les différents secteurs en utilisant au mieux les contributions intellectuelles et matérielles du secteur privé, du secteur public, mais également de la société civile, sans trop dépendre de l'un ou de l'autre. Il faut un équilibre. Ce type de système vont permettre de gérer les peurs et même les espoirs qui ont été évoqués par les orateurs. Il nous faut un mélange de compétences, de pertinence et surtout d'adaptabilité, de versatilité. Pour faire face aux changements économiques, sociaux, il faut pouvoir contrôler ces différentes compétences et les mettre au service de l'humanité et de nos écosystèmes naturels.
Ce faisant, ou pour ce faire plutôt, nous aurons besoin, certes, de chance, mais nous allons avoir besoin d'éducateurs qui vont pouvoir trouver le bon équilibre, des décideurs politiques qui vont s'engager en faveur de la lutte contre les inégalités numériques, travailler avec le secteur privé pour qu'il comprennent la valeur de la diversité, de l'inclusion, permettre l'apprentissage tout au long de la vie, prendre en compte les familles et les communautés qui veulent équiper la jeunesse d'instruments qui vont leur permettre de s'adapter, d'être souples, surtout face à un avenir qui va énormément changer. Merci pour vos observations. Certains des éléments que vous avez évoqués me rappellent ce qui se disait au sein de la Commission sur le fait que l'éducation est une sorte d'énergie renouvelable. Et donc, comment faire pour que l'éducation soit cette ressource, ces ressources renouvelables et permettre l'autonomisation des générations à venir pour qu'elles puissent relever les défis. Merci beaucoup, Bader. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre webinaire. Nous comptons parmi nous Gitanjali Rao, c'est la plus jeune de nos participantes aujourd'hui, elle n'a que 15 ans. Elle cherche à promouvoir les STEM, les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Elle travaille auprès d'écoles au sein de sa communauté, elle organise et fait la promotion de séances hebdomadaires d'innovation, que ce soit de façon virtuelle ou présentielle, dans des écoles. Elle a été reconnue par le magazine Time en tant que l'une des plus importantes innovatrices jeune. Elle va partager maintenant son point de vue sur les avantages de la technologie et quel est selon elle l'avenir de l'éducation et surtout de la technologie et de l'éducation. Elle travaille au sein du comité Time. Merci d'être avec nous. Gitanjali, vous avez la parole. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation. J'ai quelques diapositives. J'aimerais tout d'abord remercier et dire bonjour à toutes et à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, qui ont pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qu'est le potentiel, notre potentiel pour l'avenir de l'éducation. Donc, merci et bonjour à toutes et à tous. Je suis Gitanjali Rao, j'ai 15 ans. Je suis au lycée. Moi, je travaille dans le domaine des STEM pour les jeunes. Je travaille auprès d'écoles pour essayer d'évoquer les STEM en tant que catalyseur pour changer la vie. Beaucoup de mon travail se concentre sur la façon dont nous pouvons innover, essayer de résoudre des problèmes et surtout parvenir à des solutions faciles. Si l'eau du robinet contient du plomb, comment aider pour lutter contre les opides, comment lutter contre l'anxiété. Donc voilà, quelques-uns des essais de travailler sur comment détecter une bactérie que l'on trouve parfois dans l'eau du robinet également. J'aimerais me concentrer sur quelque chose d'encore plus simple aujourd'hui et j'aimerais vous parler du rôle des technologies dans l'éducation. J'aimerais saisir cette opportunité pour partager mon expérience, partager quelques réflexions également sur la façon dont la technologie peut avoir un impact positif sur l'éducation dans le monde et sur l'alphabétisation. Dans le même temps, nous le savons, il y a un risque de laisser sur le bas-côté des pans entiers de nos sociétés si des actions ne sont pas entreprises pour que tout le monde puisse parcourir le même chemin. L'année dernière, mes expériences d'enseignement, ce sont des méthodes multiples.
c'est de façon, l'apprentissage peut se faire en ligne, en présentiel, pendant des cours, hors cours. Alors bien sûr, écrire sur un cahier, c'est bien, mais ensuite il y a des tellement de choses différentes que nous pouvons faire dans les systèmes d'éducation. Nous vivons un moment intéressant. Les nouvelles technologies sont en train de concevoir notre avenir et elles nous offrent énormément d'opportunités également pour plus d'innovation. J'aimerais évoquer certains de ces exemples technologiques. Donc, des, euh, des un débit Internet si rapide que vous pouvez réellement travailler avec des collègues du monde entier. L'intelligence artificielle, des décisions du jour le jour pourront être remplacées par des décisions prises par l'intelligence artificielle qui le fera de façon plus optimisée. Les réseaux plus connectés pour prendre des décisions encore plus éclairées. Donc, ces technologies sont très puissantes en tant que telles, mais surtout, nous essayons de les unir pour créer des solutions qui n'auraient pas pu être créées il y a une génération. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la convergence. Toutes ces technologies, quand utilisées de la bonne façon, peuvent nous libérer de nos chaînes qui nous empêchent de réfléchir au-delà de ce que nous connaissions. Peu importe euh, notre sexe, notre nationalité, tout le monde a la possibilité de changer le monde, toutes les personnes ici présentes. Mais si nous voulons donner l'opportunité à tout un chacun d'avoir les compétences pour faire la différence, il nous faut réfléchir à la façon dont nous allons enseigner. Il y a énormément de potentiel dans toutes les communautés, dans toutes les identités. Et il faudrait que ce potentiel soit alimenté, nourri dès l'école. Il faudrait qu'en étudiant, on permette à chacun de suivre ses passions. Mais parfois, les circonstances sont très difficiles et ce sont ces circonstances qui dictent l'avenir d'un enfant. Avant même de mettre un pied à l'école, certains voient leur destin déjà tout tracé. C'est injuste, c'est la réalité. Des millions d'enfants dans le monde entier n'ont pas accès à l'éducation. Et ce n'est pas une question de pandémie, ce qui les met en péril. Ils sont en danger de sortir de la voie qui mène vers plusieurs choix. Donc, il faut que l'éducation en ligne soit aussi robuste que l'éducation présentielle et s'assurer qu'il n'y a pas de laisser pour compte. Aujourd'hui, les classes virtuelles qui existent ne permettent pas de différencier c'est un problème géographique, de technologie, et donc c'est un problème urgent qu'il faut régler. Commençons peut-être petit, quelque part. La bonne nouvelle, c'est que nous disposons des technologies pour procéder à ce changement. Mais il faut savoir utiliser toutes ces technologies. Moi, je me suis concentré sur l'innovation et en tant que membre de l'équipe Time 2020, je m'occupe de la qualité de l'éducation et en ce qui concerne ma contribution, moi, j'ai évoqué les ateliers de l'innovation au sein d'écoles, des communautés isolées dans le monde entier. Et cet atelier a pour but d'enseigner aux étudiants, d'identifier des problèmes, développer des idées, parvenir à des solutions potentielles. Dans mes ateliers dans le monde entier, je me suis rendu compte qu'il y a 3 raisons pour lesquelles les problèmes persistent malgré les avancées technologiques. Tout d'abord, l'absence d'Internet fiable et d'infrastructures pour avoir accès à des matériels gratuits dans les écoles. Et puis l'absence d'enseignants et les contraintes de la société où on ne peut plus aller physiquement à l'école, en particulier pour les filles.
Et c'est injuste. Et puis, on regarde vers l'avenir de l'éducation. Dans les décennies à venir, nous devons résoudre les problèmes de disponibilité des ressources partout dans le monde, en particulier dans les pays désavantagés sur le plan financier. Ce sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Et pour résoudre ce problème, il faut que les étudiants puissent avoir des liens avec beaucoup d'autres étudiants, d'autres écoles. Un problème de l'éducation de masse aujourd'hui, tel que l'absence d'infrastructures, l'impossibilité d'aller physiquement à l'école, l'absence de professeurs en nombre suffisant, eh bien, ça peut être résolu pour que chacun puisse apprendre à tout moment. Et nous avons été forcés à innover à cause de la COVID-19. Eh bien, que ça nous plaise ou pas, il va falloir travailler avec la 5G, avec les Wi-Fi, et cela devrait permettre de donner accès à une éducation de qualité à tout le monde, partout dans le monde, pour que cela soit accessible, car comme la nourriture, l'eau et un toit sur la tête, l'Internet devrait être disponible pour tous. Il faut trouver aussi des appareils qui sont bon marché. Utiliser les capacités de tous, cela permettrait d'avoir aux élèves d'avoir une expérience partagée avec des gens de d'autres générations et de d'autres pays. Donc, je suis heureuse d'avoir accès à des ressources qui ne sont peut-être pas disponibles pour tout le monde. Accès à l'Internet, aux ressources numériques, peut multiplier l'effet d'apprentissage et peut renforcer significativement notre éducation. Aujourd'hui, il y a des inégalités criantes à l'échelle mondiale, mais la technologie peut permettre de corriger tout cela. Et l'éducation pourrait être fournie à tous ceux qui le souhaitent et surtout, ce qui est le plus important, à tous ceux qui en ont besoin. Merci de m'avoir écouté et je vous rends la parole. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé avec nous cette vision de la façon dont la technologie peut nous aider à améliorer l'éducation et surtout étendre la portée de l'éducation à l'avenir. Vous avez soulevé tous les problèmes sur lesquels travaille l'UNESCO, la disponibilité de l'éducation, les ressources. Et j'ai été frappée par ce que vous avez dit sur le fait de rendre les ressources éducatives virtuelles aussi robustes que celles que nous avons dans les écoles physiques aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ces remarques. Nous allons maintenant inviter Badr Jafar à réagir à ce que vous venez de dire. Il représente la Commission internationale de l'éducation qui travaille sur un rapport phare sur les avenirs, les futurs de l'éducation d'ici à 2050. Voilà l'horizon de temps sur lequel nous travaillons et que vous verrez sans aucun doute et peut-être certains d'entre nous également. À vous, Badr. Jean Tajali, vous êtes une source d'inspiration pour tous. J'ai beaucoup appris en vous écoutant. Avant de parler de mon expérience en tant que membre de la Commission mondiale, je voudrais dire quelques mots de mon expérience en tant qu'entrepreneur. Notre entreprise, par nécessité, a dû faire face à l'urgence. Tout d'abord, de former notre personnel et faire face aux problèmes du chômage de masse des jeunes dans les pays arabes et en Afrique. Et alors que 40% d'entre eux n'ont pas accès à un poste de travail malgré une formation de haut niveau. Et donc, nous avons ouvert une MOOC en nous offrant des cours en ligne pour améliorer l'employabilité des jeunes dans la région MENA. Et l'idée, c'est de former 550 1000 personnes jeunes qui auront besoin de ces compétences
Nous avons déjà formé 270 000 jeunes dans la région Mina. Ils ont appris l'anglais, ils ont aussi appris des compétences en matière d'informatique et de bureautique. Et puis nous avons des solutions mondiales pour aider les entreprises à déployer leur technologie dans notre région. Alors, il y a beaucoup encore à faire, mais si nous voulons que cet effort collectif aboutisse à toutes les entreprises d'enseignement à distance tout au long de la vie, doivent se considérer comme des fournisseurs d'éducation, et tous les acteurs du secteur de l'éducation doivent être à la pointe. En ce qui concerne la Commission mondiale, avec l'émergence de l'école à distance, soit en hybride, soit totalement à distance, l'éducation a été au centre des discussions de notre commission. Et la commission a publié récemment un rapport sur l'éducation dans un monde post-Covid. Nous proposons 9 idées et actions concrètes à lancer dès aujourd'hui pour aider l'éducation à progresser demain. La Commission également a réitéré la nécessité de renforcer le droit à une éducation de qualité pour tous. La Commission appelle à rendre disponibles les technologies en source ouverte, open source, accès ouvert aux outils numériques pour les enseignants et les élèves, et faire en sorte que l'éducation publique ne dépende pas uniquement de plateformes privées. La Commission a publié ses premières idées pour le rapport mondial et a invité à fournir un feedback à travers une consultation à l'échelle mondiale. Bien sûr, ces idées viennent des contributions déjà reçues d'1 million d'individus consultés qui ont participé à cet exercice. La Commission espère également proposer l'éthique de la gouvernance et une nouvelle compréhension de l'humanisme qui doivent fixer le cap pour le développement de l'éducation à l'avenir, pour que les futurs de l'éducation soient une réalité. Cela dépendra des données ouvertes, des sciences ouvertes et surtout le renforcement du droit à l'éducation qui doit inclure le droit à l'accès aux données et à l'éducation à la vie privée. Enfin, en ce qui concerne l'agenda à l'horizon 2030 pour le développement durable, notre commission a une vision de ce qui doit se faire au cours des prochaines années pour que, à l'horizon 2050, il y ait un nouvel engagement vis-à-vis des droits humains. C'est cet engagement à construire un monde plus juste, pacifique, humain et humaniste, qui respecte les droits humains, et cela dépend de chacun d'entre nous, mais aussi de la protection des systèmes naturels du monde. Je suis de tous les membres de la commission probablement le moins bien placé pour parler de tout cela, mais il s'agit d'avoir une vision pluridisciplinaire pour pouvoir fixer l'orientation afin que la voie soit ensuite tracée par ceux qui seront les véritables consommateurs des futurs de l'éducation, c'est-à-dire les jeunes. Merci beaucoup de ces remarques et de ces réactions. Et Gitanjali, merci encore d'avoir partagé avec nous votre point de vue, et merci d'éduquer autant de gens vous-même en utilisant la technologie. Vous avez réussi à atteindre déjà 40 000 personnes, donc bravo, bravo. Vous êtes vous-même consommatrice d'éducation, mais vous êtes aussi fournisseuse d'éducation, et merci encore pour cela. Nous allons maintenant passer à la troisième partie de notre
notre webinaire. Et dans ce webinaire, nous allons vous encourager à interagir. Nous allons inviter un de nos panélistes à répondre à des questions dont nous allons discuter avec eux. Et puis ensuite, nous leur demanderons de réagir et nous demanderons à tous les panélistes d'échanger sur ces points. Nous allons commencer avec Alice. Alice, vous avez travaillé dans le domaine de la réalité virtuelle depuis des années. Vous avez beaucoup travaillé avec Magic Leap, qui est un des leaders des casques de réalité virtuelle. Et aujourd'hui, vous travaillez sur la réalité augmentée. Qu'attendez-vous de l'introduction de SNIR et comment faire en sorte que cette technologie soit bonne pour nous tous, soit positive, soit une force pour le bien? Parce qu'on a beaucoup parlé d'humain, d'humanisme, de l'humain au centre. Pour moi, ce que je pense, c'est que tout ce que je fais, tout ce que je dirige, se fait en pensant comment être plus humain tout en étant numérique. Qui nous demande, si nous nous posons cette question en permanence, nous allons garder notre humanisme et notre humanité. Et c'est une bonne façon de commencer. En ce qui concerne les réalités virtuelles et augmentées, il y a beaucoup de façons de s'en servir dans l'éducation, la formation à l'empathie, penser comment on peut parler à différents étudiants qui reçoivent différemment l'éducation. Et donc, nous pouvons personnaliser cette éducation. Et pour moi, toutes les façons positives d'utiliser la réalité augmentée et virtuelle dépendent d'une chose. Si nous voulons recréer la réalité actuelle, ça n'apporte rien, puisque ce sont des choses que nous expérimentons déjà à l'extérieur. Mais ce que nous voulons nous demander, c'est comment la réalité augmentée ou virtuelle vous permette d'atteindre un niveau conceptuel différent, qui vous permette d'avoir des expériences qui n'étaient pas possibles avant. Sherry Philo, qui fait partie de Nouvelles Frontières, parle de la façon de créer des expériences virtuelles qui vous permettent d'expérimenter le monde de façon impossible et pas en répliquant ce qui existe déjà. Donc, par exemple, les salles de réunion virtuelles, c'était pas de recréer une salle de réunion comme une salle de conférence habituelle, mais c'est de se retrouver dans un vaisseau spatial qui fait le tour de la Terre. Et donc voilà, comment améliorer la réalité plutôt que de la répliquer? C'est ça l'idée. Et pour terminer, pour moi, c'est pas simplement le progrès, comment aller plus vite, être plus petit, etc. Mais en fait, ce qui est au cœur de notre travail, comment faire en sorte que les personnes aient accès à tout cela, pas seulement les spécialistes. Il faut que les passionnés incluent tout le monde. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'il faut démystifier tout cela et donc il faut changer le contexte. Qui peut créer le contenu? Qui peut avoir accès à cette réalité augmentée et virtuelle? Et donc, ça peut changer le contexte. Au lieu de rester dans le gaming, il faut utiliser cette réalité augmentée et virtuelle pour la mettre à disposition de tous. C'est magnifique, Alice. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, il ne faut pas répliquer cette réalité. C'est vrai que c'est ce que nous faisons ici. Alors peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons travailler avec des avatars et être dans des environnements virtuels qui seraient impossibles dans la réalité. Et je voudrais maintenant demander à Jai de répliquer, de répondre. Que pensez-vous de ces possibilités? Merci Marc. Alice a parlé du contexte autour de la réalité augmentée et virtuelle.
pour créer des contenus qui ont un sens et que chacun apporte sa contribution. Est-ce que vous pouvez nous dire en pratique qu'est-ce que ça signifie pour des gens qui n'ont pas l'expertise? Oui, oui, je vais vous répondre. Je pense, pendant les 3 dernières années, je dois vous dire que au cours des 3 dernières années, on voyait que les personnages virtuels féminins, c'était des êtres passifs et c'était un peu des objets. Et donc, moi, ce que j'ai voulu justement, c'est rompre cela. Donc, en ce qui concerne le contenu, les gens venaient vers moi pour me dire comment. euh, on me demandait toujours comment créer des stars du pop. Mais j'ai dit, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait créer d'autres personnages? Et donc, c'est une question de contexte. Nous avons décidé de faire une expérience. Mike, c'était cet humain virtuel. Et nous avons fait des collages numériques. C'était les personnages devenaient un peu plus vulnérables, un peu plus humains. Et donc, et à partir de ce moment-là, tout le public m'a demandé davantage d'applications. Il suffit de voir cette technologie de façon différente. Donc voilà, c'est l'exemple comment on pouvait modifier concrètement les choses en fonction du contexte. Merci Alice et Jai. Je me tourne vers Lester pour avoir une autre perspective. Lester, cette semaine, nous avons eu une discussion intéressante où vous avez parlé de certains des problèmes en ce qui concerne l'enseignement supérieur et la valeur relative des diplômes qui sont distribués de façon numérique ou virtuelle. J'espère que vous pouvez partager avec nous quelques idées sur l'avenir, les futurs de l'éducation supérieure et le rôle des technologies dans ce domaine. Merci. Ça fait plus de 8 ans que nous développons ces outils à Fracta Up. Nous avons appris que pour aider les étudiants, il faut former les étudiants comme des athlètes. Les entraîner comme des athlètes. Or, les enseignants n'ont pas les outils aujourd'hui pour le faire. Et je vais vous donner un exemple. Les médecins, il y a 100 ans, n'avaient pas la technologie de pointe dont ils disposent aujourd'hui. Ils devaient faire un diagnostic sur la base de leur expérience ou sur la base de ce qu'ils avaient vu sur des patients précédents. Aujourd'hui, ils ont beaucoup d'outils, de mesures d'analyse qu'ils peuvent faire pour les aider. Eh bien, c'est la même chose pour les enseignants aujourd'hui. Ils peuvent former les étudiants, ils les essayent de leur mieux, mais si vous avez 30 étudiants devant vous, vous avez 30 cerveaux différents, 30 façons d'apprendre différentes. Et donc, c'est difficile d'aider chacun d'entre eux. Les rapides, les lents, les étudiants qui, pour apprendre, ont besoin de défis. D'autres qui ont besoin d'être encouragés. Donc, c'est impossible de s'adapter à chacun. Et c'est même beaucoup plus difficile aujourd'hui pour les enseignants parce qu'ils ont 30 cerveaux différents devant eux, peut-être différentes cultures, parce que les gens viennent de différents milieux socio-économiques ou même de différentes races. Et les enseignants n'ont pas les outils pour le faire. Et donc, de mon point de vue, la seule solution, c'est de changer cette façon de voir l'école et l'université parce que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de législation pour aider les universités
à évaluer ce que les étudiants ont appris. Comment savoir ce qu'ils ont appris? Parce que on sait que en réalité, il y a 20 à 30% des étudiants qui n'ont pas appris grand-chose en sortant de 5 ans d'université. On sait qu'ils savent répondre aux questions à l'examen, mais quelques semaines après, ils ont tout oublié. Et donc, ça veut dire qu'il faut changer la façon de penser. Il faut repenser la place des étudiants à l'université, commencer à travailler les compétences et pas simplement leur donner un diplôme. Je vous donne un exemple. Dans une université où il y a 55 000, où il y a 5 000 étudiants, comment savoir s'ils ont appris quelque chose? Peut-être que mon futur employeur pense que je suis bon dans telle matière que j'ai apprise à l'université, mais il n'y a aucun moyen de le vérifier. Troisièmement, il est important d'avoir une évaluation impartiale qui dise, voilà, telle et telle école, telle et telle université marche bien. Pour cela, il faut leur donner les outils pour s'évaluer. Pour le moment, les universités, les écoles sont vues comme des institutions. Mais et c'est à cette échelle-là qu'elles sont évaluées, mais pas à l'échelle de chacun des étudiants. Et pour personnaliser l'éducation, il faut permettre à ces institutions de se transformer. Par exemple, il faut certifier la présence, la synchronisation pour réduire les coûts importants de cette personnalisation de l'éducation. Il nous faut une structure d'apprentissage complète pour savoir si les étudiants suivent bien. Il faut voir si un étudiant est meilleur pour écouter et pour lire, ou si au contraire, il retient mieux quand il apprend sur d'autres supports. Bref, il faut vraiment avoir des stratégies de personnalisation et il faut une vraie révolution. Et il faut des multi-chats, par exemple, pour les étudiants et les enseignants. On sait, par exemple, que dans la communication en ligne, les enseignants travaillent 50% de plus parce que les étudiants peuvent envoyer des messages aux enseignants à 1 h du matin, 2 h du matin, et les enseignants adorent ça parce qu'ils voient que leurs étudiants sont au travail à 1 h ou 2 h du matin. Mais ce n'est pas humainement possible de faire ça pendant 2-3 ans d'affilée. Ensuite, il faut des outils collaboratifs. Il faut développer l'apprentissage par les pairs. Donc, il faut un changement profond. Et pour vraiment améliorer l'éducation, il faut améliorer et le matériel informatique et les logiciels. Et cela et le droit aussi qui encadre les institutions d'enseignement. Et donc, il faut que tous les acteurs participent, les gouvernements, les enseignants, les étudiants. Il faut convaincre ces millions d'enseignants et d'étudiants qu'il faut mettre en place ces modifications, et c'est ce que nous voulons faire en ce qui nous concerne, et gratuitement si possible. Merci beaucoup. Merci sur ce que vous avez dit sur l'apprentissage personnalisé, la façon de mieux utiliser les compétences des uns et des autres dans l'enseignement. Svenja, avez-vous des réactions à ce que vient de dire Lester, ou peut-être avez-vous une question à poser? Oui, Lester.
j'ai regardé votre travail, ce que vous faites à Fractal Up. C'est très intéressant et je vous félicite d'abord pour tout ce que vous avez construit jusque-là. Et ensuite, vous avez dit que vous avez construit une plateforme d'apprentissage numérique en utilisant l'intelligence artificielle pour personnaliser l'apprentissage. Et je voudrais savoir quel est votre point de vue sur l'éthique. L'éthique, quelle est l'éthique qui sous-tend votre travail? Merci, Svenja. C'est une question très importante parce que la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir une éducation qui demande la permission. Par exemple, un étudiant qui a grandi dans une culture où la vie privée est bien respectée. Il faut s'appuyer sur ce point qui est un point essentiel. Mais si nous avons des étudiants qui adorent apprendre, qui veulent être les meilleurs dans leur domaine et qu'ils passent des heures et des heures par jour à apprendre, si nous avons sa permission, nous pouvons le coacher plusieurs heures par jour. Donc, il faut demander leur assentiment. Et c'est une façon de répondre à ce problème. On ne peut pas forcer les gens à le faire. Donc, pour moi, c'est ça la meilleure façon de faire face à ce problème. Merci beaucoup, Lester. Nous avons encore Badar avec nous. Badar, je ne voudrais pas vous mettre sur la sellette, mais est-ce que vous pouvez parler de cette tension que nous voyons entre l'apprentissage personnalisé et l'apprentissage collectif dans une classe, une école, dans le cadre d'une communauté? Et je crois que la technologie a vraiment mis cette question sur le devant de la scène parce que par le passé, l'apprentissage personnalisé n'était quasiment pas possible parce que ça exigeait des tuteurs individuels et beaucoup de ressources. Mais la technologie nous offre cette promesse de permettre aux individus de suivre leur propre parcours d'apprentissage, comme vient de le décrire Lester. Mais les communautés, les pays, les gouvernements veulent aussi une éducation collective. Alors, pouvez-vous nous dire si la Commission internationale a parlé de cette tension qui découle vraiment de l'usage des technologies? Eh bien, je crois qu'on peut dire que nous essayons tous pour l'instant de faire face à cela, comme en tant qu'étudiant, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que responsable politique. Avec toutes ces ruptures, avec cette rupture technologique, comme toujours, il y a des avantages et des inconvénients. Et nous allons pouvoir ensuite modifier les choses. Moi, je n'ai pas de réponse à votre question, mais ce que nous devons faire, c'est véritablement tirer toutes les leçons de l'expérience de ces 12 derniers mois pour avoir le feedback des étudiants, des enseignants, des responsables politiques, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. En tant que parent d'un jeune enfant qui, depuis 6 mois, a une école à distance pour des raisons égoïstes, j'étais très content, étant enseignant moi-même, de pouvoir être l'enseignant de mon enfant. Ça a été un moment très spécial. Et il y a eu des aspects qui étaient très positifs pour elle, pas seulement le lien avec le parent, mais aussi le fait d'avoir une éducation personnalisée. Mais il y a eu des aspects dans cette expérience où je voyais qu'il y avait des choses très négatives, le fait de ne pas avoir de lien avec autrui, cette espèce d'émulation avec les autres élèves de la classe, la co-création d'idées et un environnement d'apprentissage qui est complètement différent quand on n'est pas dans un groupe.
quand on ne participe pas à des discussions et où il n'y a pas d'émulation. Voilà, donc pour moi, ça a été un exemple évident de ce qui n'est pas durable pour l'avenir. Donc, de toute façon, je pense qu'on va se retrouver plus ou moins entre les deux. Et nous avons le luxe de pouvoir essayer de trouver au fil du temps le bon équilibre entre le virtuel et le réel. Mais ce que nous avons vu au cours des 12 derniers mois, c'est vraiment que nous avons été, par nécessité, forcés de plonger la tête la première là-dedans, dans cette expérience. Mais avant d'oublier, parce que nous avons la mémoire courte, avant d'oublier, il faut tirer toutes les leçons de ces expériences pour essayer d'avoir des systèmes plus éclairés à l'avenir pour pouvoir trouver cet équilibre. Merci beaucoup, Bader. Je pense que les jeunes qui sont parmi nous ont perçu ce changement avec l'apprentissage à distance du fait de la pandémie. Ils ont été témoins et acteurs de ce changement. Ils savent ce qui a été perdu du fait du manque d'interaction en réel. Mais bien sûr, n'oublions pas ce qui est important avec la technologie, autonomiser la jeunesse. On a également dit que les technologies visent l'individu et pas les groupes. Bien sûr, il y a des innovations technologiques comme Wikipédia, par exemple, qui visent l'ensemble. Mais beaucoup de technologies dans le domaine de l'éducation visent l'individu et il faudrait peut-être que les innovations ciblent plus des groupes d'apprenants, des communautés d'apprenants, des écoles. J'aimerais peut-être donner la parole à Olajide de votre travail en Afrique de l'Ouest, étant donné vos expériences au sein du Centre d'éducation technique et professionnelle de l'Afrique de l'Ouest. Comment préparer les jeunes pour qu'ils disposent des compétences, des connaissances pour répondre aux demandes du marché du travail et surtout à ces demandes changeantes du marché du travail pour pouvoir s'adapter aussi bien au marché du travail actuel qu'au marché du travail à venir. Merci beaucoup, Marc. C'est très intéressant car, par exemple, ici au Nigeria, nous avons une grande population jeune qui croît de plusieurs millions par an. Donc, comment nous assurer que ces individus ne vont pas passer de l'enseignement supérieur au chômage? Donc, quelles sont les compétences nécessaires pour travailler? Donc, nous sommes concentrés en tant qu'organisation. Quelles sont les sous-compétences qui sont nécessaires? Résoudre des problèmes, communication, l'intelligence sociale, etc. Donc, pas uniquement la connaissance. Et la question a finalement été comment parvenir à atteindre les personnes qui ont besoin de ces compétences et essayer de le faire rapidement, plus rapidement. Puisque si on met 50 élèves dans une salle de classe, le problème ne sera pas résolu. Il y a trop de personnes à qui nous devons nous adresser. Donc, il faut voir quelles sont les plateformes qui existent, comment enseigner les compétences que je viens d'évoquer en utilisant la technologie. Il y a des compétences qui sont acquises du fait de la pratique, quand on travaille en groupe, avec les pairs. Donc, quels sont les défis qui sont les nôtres? Comment parvenir à que cela soit une réalité sur une plateforme en ligne? Nous avons eu donc une conversation sur l'enseignement en plus petits groupes, divisé en différents modules, en sous-modules.
l'écoute dans la communication, comment aider à faire que les gens écoutent bien. Ensuite, comment permettre la pratique de ce que j'appelle ces compétences complémentaires. On apprend dans une salle de classe, mais ensuite, il y a des activités qui doivent être réalisées avec vos collègues, avec votre famille. Et ensuite, vous en parlez avec le facilitateur dans la salle classe pour savoir qu'est-ce que vous apprenez également dans la communauté. Et nous avons trouvé que finalement, les gens peuvent s'adapter à ça. Il y a un besoin d'apprentissage autonome. Nous ne croyons pas uniquement à la transmission de l'enseignant vers l'étudiant. Il faut orienter dans la conversation, faciliter les conversations, nous donnons des directives et ensuite les participants, les étudiants doivent réaliser les activités qu'ils doivent faire pour mener à bien l'enseignement. Puis ensuite, on réalise des évaluations pour savoir si cet apprentissage a été vraiment internalisé, pour voir vraiment quel a été l'apprentissage dans cet environnement. Oui, il y a des instruments à disposition. Nous avons Zoom, Google Meet, GoToMeetings, beaucoup de plateformes qui nous permettent de nous réunir avec d'autres personnes, indépendamment d'où elles se trouvent. Donc, nous pouvons avoir des conversations plus ciblées puisque l'objectif d'aider le participant et surtout comment s'assurer que nous pouvons faciliter le processus d'apprentissage, comment nous pouvons faciliter les conversations, que ce soit dans les salles de classe, au sein des communautés, peu importe là où l'apprenant étudie. Utiliser tous les instruments, Zoom, BlueJeans, Google Meet, tout ce qui existe à l'heure actuelle pour s'assurer que l'apprentissage a bien lieu. Car les technologies peuvent en finir avec les frontières. Mais ensuite, comment s'assurer que les bons instruments sont utilisés? Comment bien orienter pour que les compétences nécessaires sur le marché du travail soient bien acquises? Ensuite, il faut parler avec les employeurs pour que les programmes scolaires soient en adéquation avec ce qu'attendent les employeurs. C'est une approche vraiment avec plusieurs acteurs. Il faut plusieurs compétences et surtout que ces compétences sont celles qui sont nécessaires pour le marché du travail. Donc, travaillons avec ces employeurs. Ensuite, comment enseigner, comment transmettre ces informations et ces compétences, ça, c'est une autre question avec d'autres acteurs. On peut utiliser les plateformes ensuite pour le faire, assurer que ces étudiants eh bien, seront prêts pour le monde qui existe et le monde qui existera. Merci beaucoup, l'AJD, pour ce point de vue et sur le fait que les technologies dans les écoles, c'était apprentissage toute la journée. Maintenant, il y a beaucoup d'innovations avec du micro-enseignement, 5-10 minutes ici, 5-10 minutes là-bas. Donc, nous allons maintenant donner la parole à Lester pour qu'il réagisse à ce qu'a dit Olajide, ou est-ce qu'il y a peut-être une question spécifique que vous souhaiteriez poser? Merci, Marc. J'ai écouté avec attention et je me demande comment businesses that the comment inclure people are learning those skills and really have those skills for the jobs that are going comment s'assurer que les compétences acquises sont celles dont le marché du travail a besoin. Il y a l'élément de la population croissante. I mean, how can we guarantee that Donc, comment garantir que les compétences acquises sont celles dont le marché du travail
a besoin et aura besoin. L'exemple que vous avez donné, c'est une évaluation. Il faut faire une évaluation des compétences acquises. Mais comment gérez-vous cette évaluation? Merci pour cette question, Lester. Si j'ai bien compris, comment gérons-nous, comment mesurons-nous l'acquisition des compétences? Comment s'assurer que les compétences acquises sont celles dont a besoin le marché du travail? Dans mon organisation, nous avons des différents types d'évaluations, mais ils sont tous conçus pour aider les niveaux de compétences acquises. Par exemple, le travail en équipe. Nous mesurons de différentes façons l'acquisition de cette compétence. Pour savoir comment vous travaillez en équipe dans une salle de classe, comment vous travaillez en équipe ailleurs. Donc, nous avons conçu plusieurs systèmes d'évaluation. Nous utilisons certains systèmes d'évaluation qui ont été créés au Royaume-Uni également. Nous les adaptons au contexte africain et nous évaluons toutes les compétences. Mais bien sûr, c'est une lutte. Essayer d'évaluer ce que j'appellerais ces compétences soft, car il faut d'abord que les bonnes conversations aient lieu. Mais il nous faut, nous faisons une évaluation et les notes s'ajoutent aux notes pour les autres compétences. Gestion des attentes, c'est une autre compétence. On ne peut pas mesurer cela de façon mathématique. Donc, nous essayons d'examiner les comportements, nous observons les comportements. Are what we then use to check how competent an individual is for a particular role or for a particular job. I hope that Et donc, nous analysons toutes ces évaluations pour ensuite savoir si la personne a acquis les compétences nécessaires pour le marché du travail. Je me souviens d'une conversation il y a 1 an et demi sur la façon dont on essaye de se concentrer sur certaines de ces compétences complémentaires qui doivent accompagner les compétences techniques. Il faut de l'humilité car nous ne savons pas quelles vont être les compétences nécessaires pour le marché du travail de l'avenir. Donc, nous essayons de jeter des bases, des compétences de base pour permettre à l'individu de s'adapter à des environnements très différents. Svenja, j'aimerais vous inviter peut-être à partager votre point de vue sur ce sujet. Vous avez vraiment cette vision un peu mondiale car vous êtes rendu dans plusieurs pays pour observer ce que la technologie fait ou comment elle est utilisée pour l'acquisition de compétences ou pour l'éducation, comment elle est utilisée. Donc, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Quelle est selon vous l'évolution Est-ce que vous avez déjà les prémices de ce que nous pourrions attendre pour les années 2030, 40, 50? Quel est l'avenir ou en tout cas, quelle est la promesse? Merci Marc pour cette question. Comme je l'ai dit, ça dépend du contexte. Je ne crois pas qu'il y ait une solution miracle, magique pour tout le monde qui puisse être adapté pour le monde entier. Non. Il faut réfléchir à chaque contexte différemment, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle municipale ou à une échelle régionale. Chaque contexte a besoin peut-être de solutions éducatives différentes et on a tendance à l'oublier. On parle de la technologie, de la puissance mondiale de la technologie. On pense souvent que les technologies vont nous sauver et qu'on peut trouver la solution miracle. Moi, je n'y crois pas, la solution miracle. Le contexte, c'est très important et une solution qui peut être très innovante en Europe ne le sera pas en Inde ou aux États-Unis. Donc, réfléchissons au contexte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
Les moments d'enthousiasme, c'est quand je me suis rendu dans des écoles très innovantes et j'ai vu que la technologie jouait un rôle quasiment invisible. Personne n'en parlait ou crânait, pour ainsi dire. On utilisait les technologies de façon très naturelle pour que les apprenants soient engagés. J'aime l'apprentissage ce qu'on appelle d'expérience. Et donc, les technologies ne devraient pas être pensées comme un gadget, mais plutôt comment les technologies peuvent aider l'apprenant à être plus engagé, à être plus autonome et plus efficace dans son apprentissage. Donc, Alice a évoqué ce système. Comment trouver des façons d'utiliser des nouvelles technologies, des technologies innovantes, mais qui ne se substituent pas à ce qu'on peut faire sans technologie? Comment la technologie peut nous aider à créer des expériences d'apprentissage qui ne sauraient exister sans la technologie? Donc, le modèle SAMAR, où on parle de substitution, augmentation, définition, redéfinition de l'apprentissage. Et donc, quand on redéfinit l'apprentissage en tant que tel, c'est là qu'on arrive à des choses très intéressantes. Et l'exemple fourni par Alice un peu plus tôt nous le prouve. Comment créer ces expériences qui sont extraordinaires, qui vont frapper l'apprenant, l'étudiant, et qui ne sauraient être réalisées sans technologie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Il ne faut pas utiliser la technologie comme un gadget. Donc, quand on regarde à l'horizon 2030, 2050, je suis optimiste, je suis convaincu que nous trouverons de plus en plus d'expériences d'apprentissage qui vraiment trouvent la bonne façon de réfléchir à la technologie et l'éducation. Et je pense que la technologie, dans ces cas de figure, aura un impact. Surtout quand nous arriverons à penser qu'il ne faut pas remplacer ce qui est fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Pendant que je vous entendais, je me disais, euh, c'est ces moments où la technologie, on se dit waouh, c'est différent. Vous vous souvenez quand on a vu Google Maps pour la première fois? Oh là là, je me suis dit, c'est incroyable, on peut zoomer à travers les frontières et c'est fantastique et c'est dommage de ne pas avoir davantage de ces moments que la technologie rend possible. Est-ce que maintenant, Alice, vous pouvez réagir à ce que vient de dire Svenja? Alice, on ne vous entend pas. Votre micro est éteint. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Ma principale réaction, c'est waouh, c'est magnifique. Et cette idée d'explorateur de l'éducation, c'est fantastique. Ce que vous avez dit et ce qu'a dit Jade aussi, au fait que ces technologies peuvent entraîner les apprenants à apprendre par eux-mêmes. Il y a un exemple pratique d'une technologie qui a permis aux étudiants de devenir véritablement acteurs. Est-ce que vous pouvez nous en donner un exemple? Oui, quand on voit le STEM, par exemple, nous l'avons vu tout à l'heure, ça permet aux étudiants de faire les choses, d'expérimenter les choses par eux-mêmes. Et il y a un programme qui est intitulé Les apps pour le bon, pour le bien. C'est en Europe, en Allemagne en particulier. C'est pour apprendre aux enfants de 15 ans à créer des choses avec la technologie. Vous savez, on peut prendre des cours de technologie, apprendre ce que c'est que l'algorithme et l'expliquer de façon très abstraite. Mais ils ont monté un cours à la fois informatique et électricité. Les jeunes doivent choisir un problème qu'ils veulent résoudre dans leur famille ou leur communauté et ils doivent créer une app qui peut répondre à ce problème et qui peut aider à résoudre ce problème. Ils utilisent le App Inventor du MIT, par exemple.
des choses assez simples, mais ils ne sont pas juste des consommateurs passifs de la technologie, ils deviennent de vrais acteurs, des constructeurs de la technologie. Voilà, on peut utiliser la technologie pour enseigner la technologie elle-même et pour apprendre aux étudiants à être actifs. Eh bien, merci beaucoup. Il ne nous reste que 10 minutes, malheureusement, mais j'aimerais que nous puissions entendre quelques questions. Une question pour chacun d'entre vous et je vais vous demander d'être très concis dans vos réponses, de répondre en 1 minute ou 2 et puis ensuite nous essaierons en conclusion de tirer des leçons de sagesse que nous pourrons diffuser largement. Donc, j'ai une première question pour Badr. C'est une question que nous posons ici à l'UNESCO. Les technologies et l'éducation, de l'éducation peuvent en quelque sorte néocoloniser les programmes scolaires avec des choses qui ne sont peut-être pas bienvenues et ça risque d'être accéléré par ces technologies. Est-ce que vous pourrez nous en dire quelques mots? Beaucoup de ces technologies sont créées et contrôlées dans le Nord, dans les pays du Nord et dans les pays occidentaux où il y a beaucoup de ressources. Oui. Je ne vais pas pouvoir répondre de façon trop approfondie, mais c'est une bonne question. Il y a des leaders qui parlent des inégalités systémiques et comment faire pour les résoudre. Donc, il faut savoir qui crée les expériences virtuelles, mais aussi qui a le pouvoir d'achat pour y avoir accès. Par exemple, le casque Oculus, c'est créé par Facebook. Tous ces gens, il faut qu'ils aient une page Facebook pour pouvoir avoir ces expériences. Donc, pour moi, il y a tout ce problème de Facebook qui a accès à toutes nos données, etc. Donc, cela, en fait, nous conditionne la façon dont nous utilisons ces technologies. Alors, je n'ai pas de réponse et de solution, mais il faut se demander qui crée la technologie, comment donner la possibilité à des petites entreprises d'offrir la même technologie aussi bonne, mais moins chère. Et puis, il y a donc ces deux gros problème, à qui appartient la technologie, le hardware et à qui appartiennent les apps, les logiciels. Merci de votre réponse. Lester, pouvez-vous répondre à ma question? Vous avez beaucoup parlé de l'importance de la technologie comme promesse d'apporter toutes ces données à l'éducation. Et nous pouvons utiliser ces données pour améliorer l'éducation et personnaliser l'apprentissage. Et je voudrais vous demander comment les et les apprenants cela ne va pas être mal utilisé. Vous savez, sera entendu par quelqu'un et dira mais c'est incroyable, nos données ne seront pas mal utilisées. Est-ce que vous pouvez répondre brièvement? Je pourrais dire que nous travaillons avec un backup. Nous pouvons aider les étudiants, mais sans savoir qui nous aidons. En fait, ils sont anonymisés. Alors, bien sûr, nous leur demandons leur permission, mais nous ne savons pas, en fait, à qui nous rendons service, puisque tout est anonyme. Et je crois que la seule façon de réduire le risque, c'est bien cela. Eh bien, merci beaucoup, Lester. C'est l'anonymat qui est notre protection et qui nous permet de partager les données. Svenja,
Vous avez parlé au début du modèle finlandais et la façon d'utiliser l'université comme un hub. C'est très applicable à l'enseignement supérieur, sans aucun doute. Mais comment faire que cela percole dans le secondaire, dans le primaire? Ah, bonne question. En fait, le modèle tel qu'il a été déployé en Finlande, dans la ville d'Espoo, c'était en fait pour les élèves du secondaire. Ils ont utilisé les bâtiments de l'université pour aller en classe. Mais au niveau d'une ville, par exemple, ça peut être utilisé pour les écoles primaires ou pour le collège. Vous pouvez utiliser, par exemple, les bâtiments publics d'une ville pour aller faire du sport sur le stade local. Vous pouvez aller à la bibliothèque publique. Vous pouvez aller dans un incubateur économique si vous voulez prendre des cours d'économie ou d'entrepreneuriat. Et donc, je crois que nous ne considérons pas suffisamment les villes comme des lieux d'apprentissage et nous enfermons les élèves dans des bâtiments scolaires alors que nous pourrions utiliser tous ces bâtiments qui de toute façon ne sont pratiquement pas utilisés pendant la semaine. Donc, pourquoi ne pas les utiliser pour les élèves? Merci. Oui, utiliser nos villes et les faire venir dans nos salles de classe. Je crois que ce type d'innovation, effectivement, existe ici à Paris ou ailleurs dans le monde. Jide, je reviens vers vous. Nous avons beaucoup parlé de l'avenir de ces diplômes et qu'est-ce que ça signifie dans un monde technologique où ce qui compte vraiment, ce sont les compétences plutôt que les diplômes. Alors, dans le contexte dans lequel vous travaillez, est-ce que les diplômes sont nécessaires? Est-ce qu'ils seront encore nécessaires à l'avenir? Ou est-ce qu'il suffira pour avoir un travail de démontrer qu'on a des compétences, montrer que, ou alors est-ce qu'il va falloir continuer à montrer qu'on est allé à l'université ou à l'école, etc. Et pardon pour cette question très difficile. Je vais essayer d'être bref. C'est une question très intéressante parce que nous avons des expériences dans notre organisation sur l'accent qui est mis encore sur l'éducation formelle par rapport à ce qui est acquis de façon numérique. Et il faut que les organisations et les entreprises comprennent qu'il y a des individus qui ne sont peut-être pas allés à l'université, mais qui ont des compétences et que un cours qu'ils ont suivi en un quart d'heure sur Internet, c'est aussi valable que ce qu'ils ont fait à l'école. Il faut donc être ouvert et les individus qui ont des diplômes numériques sont aussi bien qualifiés que ceux qui vont à l'université de façon formelle. J'espère avoir répondu à votre question. Bien, merci beaucoup. Nous en arrivons maintenant à la leçon que nous voulons tirer de ce webinaire. Et je vous demande de prendre une minute. Mais dans le chat, il y a eu énormément de questions qui étaient très riches et j'encourage ceux qui auront enregistré ce webinaire de voir ces réactions que nous avons dans le chat. Nous avons eu plusieurs milliers de personnes qui nous ont suivis sur Facebook ou ailleurs. Merci à tous ceux qui, à travers le monde, ont apporté leur contribution tout à fait précieuse dans le chat. Merci beaucoup. Donc, une leçon, Alice, une leçon à tirer de tout cela. Eh bien, écoutez, moi j'ai
beaucoup appris. C'était magnifique. Et j'ai été aussi très frappée par les questions. Pour moi, la leçon que je vais tirer, c'est le fait de passer de l'individuel au collectif. Nous sommes focalisés sur l'apprentissage individuel, sur la technologie pour les individus, mais et pourquoi ne pas passer au collectif? Il faut commencer à penser à la ville numérique et comment en tirer parti. Et ça va être difficile à évaluer, mais oui, c'est à cela que je vais penser. Comment passer de l'individuel au collectif? Merci. Lester, peut-être un enseignement tiré de cette réunion, de ce webinaire? Il nous faut garder à l'esprit que nous devons nous concentrer sur la distribution de l'éducation en fonction de la culture de chaque pays. Nous devons nous concentrer sur quelle est la culture d'apprentissage dans tel ou tel pays. Merci, Svenja. Un message? Se concentrer sur l'impossible, moi ça me plaît. Construire l'impossible, ça me plaît. Moi, je vais mettre au défi ma start-up pour m'assurer que nous allons construire quelque chose qui ne pourrait pas exister sans la technologie. Moi, je veux me concentrer sur cette idée-là. Merci, Svenja. Olajide, votre mot de la fin? On doit se concentrer ou on doit éviter de se concentrer sur ce qui n'est pas possible et voir quelles sont les limites. Ne pas penser à cela, mais plutôt penser aux opportunités, ce qui est possible grâce aux technologies, comment elles peuvent nous aider de la façon la plus efficace possible. Voilà pour moi. Merci à vous quatre pour votre participation. Merci à Gitanjali, merci à Bader pour ses réactions, d'avoir apporté leur point de vue. Et Bader, je suis certain, fera rapport de cette réunion à la Commission internationale. Il s'agit d'une série de consultations que nous avons avec la jeunesse. Nous nous sommes concentrés aujourd'hui sur l'utilisation des technologies et l'éducation. Par le passé, nous avons vu les connaissances autochtones dans l'éducation et l'avenir que cela a. Et à l'avenir, nous aurons d'autres webinaires que vous suivrez, je l'espère. Sachez que ce travail sera partagé avec la Commission internationale de l'UNESCO qui rédige un rapport sur les avenirs de l'éducation. Un rapport qui sera publié à la fin de l'année. Donc, merci à toutes et à tous pour vos contributions, pour votre temps, vos expertises. J'ai beaucoup appris et j'espère que nous allons maintenir le contact. Merci une nouvelle fois.